Madame la Présidente, chers collègues, vers quel pays, vers quelle société nous dirigeons-nous? À Sivens, il y a quelques semaines, les politiques, devrais-je dire les politiciens, n'ont pas voulu choisir la voie du dialogue. Ils ont voulu se montrer forts aux yeux des Français et cela est passé par des démonstrations de violence contre des militants majoritairement pacifiques. Ceux-ci ont été harcelés, frappés, leurs effets personnels brûlés. Ils ont été délogés sans autorisation judiciaire. Puis, il a été fait usage de flashballs, de grenades fumigènes. Et comme ils ne partaient toujours pas, on a fait lancer des grenades contenant des explosifs, en les jetant sans sommation, sans respecter les règles élémentaires d'usage de ces grenades, en l'air directement sur les manifestants, ou même dans des lieux clos, comme dans une caravane habitée. Certains ont été blessés, alors qu'ils tentaient simplement de sauver notre patrimoine naturel, eux qui ont conscience que nous le surexploitons, à force de vouloir produire plus et gagner toujours plus. Et puis, un jeune botaniste, Rémi Fraisse, est mort. Le barrage prévu devait permettre à une vingtaine d'agriculteurs de produire plus de maïs. Combien de Rémi Fraisse devront mourir pour que des agriculteurs essaient de survivre dans un modèle agricole à bout de souffle? Cette année, le cours du maïs a perdu un tiers de sa valeur. Alors évidemment, il faut en produire plus pour compenser. Sauf que ce cercle vicieux, il a commencé depuis longtemps et il ne s'arrêtera pas en produisant toujours plus. Ce qui a tué Rémi Fraisse, c'est la violence étatique. Un État gouverné par des hommes dont la boussole n'est orientée que vers la prochaine échéance électorale. Des hommes motivés par leur stratégie de communication et qui en ont oublié que l'État, dont ils sont les représentants, n'était finalement qu'une simple fiction destinée en premier lieu à protéger ceux qui avaient accepté de se soumettre à cette légitime violence. Mais lorsque la violence n'est plus légitime, lorsque l'on utilise des armes de guerre, non pas contre un État belligérant, mais contre sa propre population, lorsque l'État tue ceux qu'il est censé protéger, alors la question de l'État, de son fonctionnement, de ses intérêts et de ses représentants doit inéluctablement être posée. À Sivens, l'action publique s'apprêtait à prendre en charge un budget de 8,5 millions d'euros, soit une aide indirecte de 425 000 euros par agriculteur. Vous trouvez ça normal? Vous qui avez ici, en Franche-Comté, en 2011, aidé certains agriculteurs à hauteur de 8 euros lorsqu'il a fallu les aider pour la sécheresse de 2011. D'ailleurs, nonobstant la hauteur des subventions, ne faut-il pas remettre en cause les financements aux agriculteurs? D'un point de vue européen, ils contestent d'être obligés de rendre des comptes en échange des subventions. Supprimons les subventions, ils n'auront pas de compte à rendre. Je viens de dire, ils contestent. Non, non, ils cassent, ils saccagent, ils dévastent, ils détruisent, poussant l'ignominie jusqu'à peindre en rose des ragondins et les écraser avec leurs tracteurs. Deux poids, deux mesures. Nous l'avons vu ici en Franche-Comté. Malgré tous les dégâts occasionnés par les agriculteurs la semaine dernière, pas un petit doigt a été bougé par personne. Pourquoi l'État envoie des grenades offensives sur les manifestants de Sivens et reste totalement passif devant les émeutes des agriculteurs qui pillent, saccagent et brûlent des bâtiments publics? Où est l'équité de l'État? Suite à la violence de certains propos d'agriculteurs, notamment à Dole, ouvrez des guillemets, écolo terroriste économique, écolo assassin. Nous sommes surpris de l'incompréhension de certains agriculteurs sur nos motivations et prises de position.
Nous, élus écologistes, avons toujours soutenu les agriculteurs pour leur adaptation à un modèle agricole durable, pouvant améliorer leurs conditions et leur niveau de vie et préserver leurs outils de travail, notamment en défendant leurs terres agricoles face à de grands projets d'infrastructure. Et oui, nous ne défendons pas que des zones humides. Quand nous défendons les circuits courts, ce n'est pas seulement pour réduire les distances de transport des marchandises et les gaz à effet de serre, mais c'est bien aussi pour améliorer le niveau de vie des producteurs avec des salaires décents et renforcer la rentabilité de certaines exploitations agricoles. Qui alerte les pouvoirs publics sur la surconsommation d'espace préjudiciable à la pratique agricole? Qui se bat depuis des décennies pour les circuits courts et la consommation locale? Qui se bat pour l'autonomie protéique de nos agriculteurs? Qui, si ce n'est les écologistes? Et si nous soutenons plus particulièrement l'agriculture biologique, c'est parce que celle-ci ne pollue pas et que par là même, elle est un gage d'une meilleure santé humaine. Moins de cancers et aussi moins de pertes de biodiversité. Et je pense là particulièrement aux abeilles. Nous sommes écœurés des actions que certains agriculteurs de la FNSEA ont menées la semaine dernière. Ces actes de violence ne les aideront pas à trouver des solutions alternatives au système qui les étouffe et les empoisonne, ni à permettre aux collectivités de les soutenir dans cette démarche. Et parce que nous sommes aujourd'hui en débat d'orientation budgétaire, nous vous proposons de tenir à disposition des collectivités qui ont subi d'énormes dégradations les sommes destinées à la FRSEA et au JA, et en conséquence, entre parenthèses 40 000 € par année, et en conséquence, ne pas leur attribuer. En effet, si l'État envoie des grenades offensives sur les manifestants de Sivins et reste totalement passif devant les émeutes des agriculteurs qui pillent, saccagent et brûlent des bâtiments publics, il faut bien que les collectivités locales se soutiennent pour financer la réparation des dégâts. Ce sont donc à nous, élus locaux, de rappeler aux agriculteurs qu'il y a des conséquences à de tels actes de violence et de dégradation. Dans ces orientations budgétaires, il est clairement établi que nous continuons nos efforts en direction de la transition énergétique, en direction des lycées, comme des bâtiments d'avenir, de la formation tout au long de la vie et bien entendu du transport ferroviaire. Nous sommes par contre plus circonspects sur des baisses budgétaires de certaines de nos politiques, comme l'environnement, dont on sait tous que les efforts en la matière sont réclamés par nos concitoyens et sont vitales. Si la compétence économique venait à être confiée totalement aux régions, notre maturité ici en Franche-Comté en la matière devrait nous être utile et nous permettre de renforcer notre efficacité vers toute forme d'entreprise et plus particulièrement dans le domaine de l'économie sociale ou de l'économie circulaire. Par contre, nous continuerons à mettre au débat les hausses budgétaires des filières agricoles, des routes ou d'un éventuel Center Park, fût-il d'envergure financière interrégionale. À cet instant, je laisserai à mes collègues le soin d'entrer dans le détail de nos souhaits et propositions, y compris sur un projet de contrat de plan État-région qui, pour nous, ne peut être avalisé en l'état. Depuis plusieurs années, nous intervenons sur le seul levier fiscal de la région, la taxe des cartes grises. La semaine dernière, le Césaire nous a rejoints en évoquant la nécessité d'un débat sur la fiscalité régionale et l'augmentation d'un tarif régional de la taxe sur les cartes grises. En effet, ça a été souligné, cette augmentation pourrait donner une marge de manœuvre nécessaire à la recherche de l'équilibre budgétaire 2015. Un tarif majoré d'1 € représente 1 million d'euros de recettes supplémentaires. Pour les acquéreurs d'un véhicule, cette hausse est modérée. Si elle est ramenée au coût global d'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, par exemple une augmentation de 5 € par cheval fiscal représenterait 25 € pour une citadine de 5 chevaux. Avouez que sur un budget de 8 à 10 000 €, cela reste acceptable, d'autant plus si ces recettes sont mises au service des francs-comtois. Il était important d'évoquer ce levier fiscal, car nous savons que les orientations prises aujourd'hui sont déterminantes pour le budget 2015. Nous savons que cet exercice sera difficile pour les raisons évoquées. Nous avons le devoir d'apporter des solutions pour améliorer notre contexte budgétaire,
avant de faire des choix décisifs qui nous conduiraient à la suppression de certaines politiques. Il nous semble que dans ce contexte général, les élus doivent faire preuve de lucidité, bien entendu, mais aussi de clairvoyance par rapport à un avenir plutôt sombre pour leurs concitoyens. Et ne nous faites pas le procès d'oiseaux de mauvais augure. Il importe aujourd'hui d'être conscient que certains modèles économiques sont à bout de souffle. Je l'ai entendu d'une autre manière dans les propos de Madame la Présidente. Ils ont eu leurs heures de gloire, pendant les 30 Glorieuses, mais aujourd'hui, ils sont obsolètes. Et nous, élus, devons en expérimenter d'autres. C'est le sens du travail des élus écologistes dans cette collectivité comme dans d'autres. Enfin, un dernier mot à mon collègue Stéphane Kremer. Cher Stéphane, je vous serais gré de bien vouloir tenir compte de nos réelles prises de position quant à la fusion et ne pas tirer des conclusions hâtives à partir d'un titre dans un journal, titre qui, certes, reflétait la parole d'un intervenant dans un débat que nous avons eu avec nos collègues élus bourguignons. Et je note que vous-même n'avez pas eu ce débat avec vos collègues bourguignons qui sont visiblement sur une autre position que la vôtre. Alors je vous enjoins à vite les rencontrer. C'est ce que une de tes collègues m'a dit l'autre jour quand nous étions ensemble. Je vous remercie, messieurs, dames.